Bonjour à tous, donc Agnès Garçon, je suis chargée de ressources minières dans une toute petite société qui s'appelle Sablières de l'Atlantique. On n'est pas du tout nombreux, on a un seul navire qui s'appelle le Saint-Pierre qui est immatriculé en registre français. L'armement que nous possédons à 100% s'appelle STFMO, Société de transport fluvio-maritime de l'Ouest. Pourquoi fluvio-maritime? Parce qu'à l'origine, et toujours d'ailleurs un peu maintenant, on utilise aussi la voie d'eau pour remonter les sables que nous extrayons en mer jusqu'à Nantes, donc on remonte la Loire. Et puis il fut un temps, quand on avait des bateaux plus petits, on remontait aussi la Vilaine. Voilà. Alors, j'ai essayé de vous présenter ce que l'on fait, pourquoi on le fait. C'est peut-être des basiques pour certains, mais voilà. Alors, déjà, quand on parle de sable marin, quelquefois vous entendez parler de sable, de gravier, granulat. C'est une activité qui a un peu défrayé la chronique au niveau mondial, hein, parce que c'est une activité qui est représentée partout dans le monde. Et en fait, je voulais juste vous dire qu'on parle selon la taille de sable ou de gravier. Selon la forme, on parle soit de matériaux roulés, ça c'est pour nos sables marins, soit de matériaux concassés, ça c'est quand on est dans des carrières à terre, on fait péter ça avec de l'explosif, derrière on passe les gros cailloux dans des broyeurs. Et puis selon l'origine, on parle de granulats naturels, donc des alluvionnaires terrestres et marins, des matériaux éruptifs, des matériaux calcaires, mais aussi, selon l'origine, on a des granulats recyclés qu'on utilise. À peu près 60 à 70% des déchets du BTP sont ainsi valorisés en France. Et puis, selon la composition chimique, eh bien, on peut avoir des granulats dits siliceux ou des granulats dits calcaires. Alors, nous, Sablières de l'Atlantique, on fabrique des sables, pas du tout de gravier, roulés, naturels, siliceux. Voilà, on est complètement à gauche de mon diapo. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, à quoi ça sert? Peut-être que vous le savez tous, mais essentiellement, évidemment, pour faire des bétons suite à la commande publique. S'il n'y a pas de décision à un moment donné d'un plan local d'urbanisme qui décide d'aménagement ou de construction, on ne se servira pas de béton. Donc, on répond vraiment à une demande. C'est pas comme les téléphones, hein. Même si je faisais de la pub pour vendre du sable, si derrière, en fait, j'ai pas des clients, ça ne fera pas vendre plus de sable. Et puis, on fait aussi, nous, chez Sablières de l'Atlantique, à peu près 20% de notre volume pour de l'agrofourniture, ce qu'on appelle le maraîchage à la nantaise, pour ceux qui mangent de la mâche. La mâche, par exemple, pousse sur un lit de sable. On sent quelquefois les petits grains crissés sous la dent. Et en fait, ce sable était à l'origine extrait en Loire et maintenant c'est du sable marin qui sert essentiellement aux maraîchers qui aiment ce sable parce que ça leur évite des intrants chimiques, notamment pour lutter contre les maladies cryptogamiques. Voilà. Alors, le sable marin, essentiellement, sert à des bétons haute performance. Là, je vous ai mis une petite illustration. Vous avez le pont ici en Bretagne qui relie la presqu'île de Crozon au reste du monde et qui a été fabriqué en sable marin. Alors, pourquoi est-ce qu'on va chercher du sable en mer? Parce que la géologie n'est pas égalitaire en France. Je vous ai mis une petite carte géologique. Vous vous rendez compte qu'en fait, sur cette carte, on a beaucoup de massifs rocheux ici, massif armoricain, ici le massif central. Et donc, sur les côtes ici que nous, on dessert en sable marin, il n'y a pas ou très peu de sable alluvionnaire. Et donc, en fait, la raréfaction des ressources terrestres a engendré donc des problèmes d'approvisionnement. Ça fait très longtemps que le sable marin est extrait ici sur cet arc-là. On a trouvé, enfin moi j'ai des photos de cartes postales anciennes qui datent du début du siècle, du XXe siècle, où on voit déjà des paysans marins qui récoltent ou les algues ou le sable. Et d'ailleurs, dans le patrimoine nautique que nous avons en Bretagne, notamment, vous avez le Notre-Dame de Rumingol, qui est un ancien navire sablier. Voilà, le granulat marin, il permet d'assurer donc la complémentarité ou la subsidiarité des besoins
pour les régions littorales. Et puis, si on a la chance, comme nous, d'avoir la Loire, une voie d'eau, eh bien, on peut remonter nos navires jusqu'au centre de consommation. Voilà. Alors, où est-ce qu'on exploite, nous, aujourd'hui, Sablières de l'Atlantique? Donc là, vous avez une carte, l'estuaire de la Loire est ici, là. Vous avez la pointe Saint-Gildas, l'île de Noirmoutier qui est là. Et on exploite une concession ici qu'on appelle Kernstrat SN2 depuis 2017. Avant, on exploitait une autre concession ici au large de Noirmoutier qui s'appelait le Pilier. Alors, on est à peu près à 17 km ici de l'île de Noirmoutier. Voilà. Alors, avec quoi est-ce qu'on exploite? On exploite avec un navire qu'on appelle une drague aspiratrice à éline traînante. Notre navire s'appelle le Saint-Pierre. Il a été construit à Lorient par les chantiers à l'époque qui s'appelait encore STX. Il fait 84 mètres de long, on peut exploiter 2000 mètres cubes. C'est un tout petit navire par rapport aux géants extracteurs sur, par exemple, la Hollande ou la Belgique. Il faut savoir qu'il y a des dragues aspiratrices à éline traînante qui sont extrêmement volumineuses, qui peuvent faire jusqu'à 36 000 mètres cubes, voire plus. Nous, on est vraiment des petits joueurs, hein, je précise, assez artisanal. Enfin, le navire est industriel, mais on peut mettre ça plutôt coché dans la case artisan. Voilà, on a 6,15 mètres de tirant d'eux et on peut aller jusqu'à 45 mètres de profondeur. Donc, en fait, pour extraire, hein, on a ce bateau et puis un tuyau qui est une espèce d'aspirateur, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Hoover en anglais. Et puis, donc, là, vous avez la règle mathématique qui permet de calculer jusqu'à quelle profondeur on peut aller en fonction de la longueur de l'élinde. Et la longueur de l'élinde est conditionnée évidemment par la longueur du flotteur. Voilà. Alors, on est en France extrêmement réglementé et c'est là où on met en avant un certain savoir-faire. Il y a des tas de pays sur la planète qui n'ont pas du tout d'encadrement, voire très peu. En Europe, on est assez bien encadré, même plutôt très bien encadré. Et en France, on a donc un décret spécifique pour les granulats marins du 6 juillet 2006. Et en fait, on a besoin de 3 autorisations qui peuvent être instruites en simultané. Un titre minier qui est délivré par le Conseil d'État, donc c'est un ministre qui signe ça, le ministre de l'Industrie. Une autorisation domaniale, ça c'est histoire de payer à l'État ce qu'on lui doit, puisqu'à chaque mètre cube extrait, on va lui donner une redevance. Et puis un décret d'ouverture de travaux qui lui encadre vraiment l'activité avec des tas de prescriptions, des suivis, des contrôles. Alors, cette autorisation, elle a donné lieu à un dossier avec étude d'impact, et ça c'est très important, une mise en concurrence, une enquête publique, un certain nombre d'avis de services de l'État et aussi des avis d'instituts qui aident l'État dans son analyse technique. Donc chaque dossier est soumis à un avis de l'IFREMER, du BRGM et du CEREMA. L'IFREMER pour tout ce qui est partie milieu vivant, donc benthique, halieutique et puis géologie. Et le BRGM et le CEREMA sont plus particulièrement interrogés sur les éventuels effets sur le transit sédimentaire et notamment on leur pose la question de savoir si l'étude a été bien faite et qu'il n'y aura pas d'impact sur les traits de côte au large desquels les granulats sont extraits. Ces dossiers-là donnent lieu aussi à une large concertation et puis il y a beaucoup d'avis différents au niveau ministériel. Je vous fais grâce un peu de tout ça, sachant aussi que le préfet maritime a un droit de veto sur les extractions, c'est-à-dire que si le préfet maritime dit non, eh bien le dossier est abandonné. Voilà. Alors, on va donc étudier, et c'est ça qui est très très important, je pense que ça fait partie du savoir-faire aussi, en amont, la séquence d'évitement est hyper importante. Donc évidemment, on va chercher la ressource géologique avec un certain nombre de moyens à la mer que vous connaissez sans doute, la sismique réflexion, la bathymétrie, des analyses bentho-sédimentaires, morpho-sédimentaires. Et ça se fait à partir de protocoles qui ont été validés par l'IFREMER. On va vraiment essayer de bien qualifier notre état initial pour éviter tous les milieux sensibles à la pression que l'on peut exercer. Alors, je vous fais grâce aussi de tout ça. Vous voyez sur la diapo que l'étude d'impact doit être assez complète.
Et on met donc les moyens matériels habituels en œuvre, que sont donc les sondeurs multifaisceaux, les sonars à balayage latéral, la sismique réflexion, pour bien connaître l'état initial. Et derrière, eh bien, on va faire un certain nombre de contrôles au fur et à mesure de notre activité pour vérifier que ce que l'on a prédit dans l'étude d'impact initiale, on reste dans ce cadre-là lors de l'activité. Donc, on va enregistrer par exemple en continu nos tracés d'extraction, c'est-à-dire que notre navire, il est équipé d'un petit boîtier qui est une boîte noire en fait, sur lequel on enregistre à chaque fois que les lindes commencent à aspirer du sable, eh bien, cette activité, avec la profondeur, la vitesse du navire, et c'est minuté. Et ça va nous permettre, sachant où on extrait de façon géoréférencée et combien de temps on extrait, d'avoir des indicateurs de pression sur le milieu qui vont nous permettre de mieux contrôler en fait la pression exercée sur le fond. Voilà. Nos études aussi servent, les données de nos études sont intégrées dans le système du Muséum d'histoire naturelle, hein, le SINP, aussi pour compléter un peu les données qu'on peut connaître sur le milieu marin. Voilà, on a tous les ans une commission de suivi qui permet de rassembler autour de la table des administrations, des associations de défense de l'environnement, les comités des pêches, et qui permet aussi d'échanger et de voir un peu avec les intervenants si des questions sont posées, par exemple de compléter éventuellement des suivis ou d'améliorer enfin la connaissance, etc. Voilà, donc en fait, on va faire des bilans environnementaux très réguliers. Tous les ans, on remet à l'administration un bilan d'extraction avec un certain nombre de données. Et puis, tous les 5 ans, et puis quelquefois de façon plus rapprochée, suivant ce que l'on trouve, on va faire un bilan étendu avec contrôle bathymétrique, contrôle de la morphologie des fonds et contrôle sédimentaire avec le benthos, qui est vraiment l'indicateur de notre activité, puisqu'en fait, quand on prélève le sable, ben, malheureusement, les bestioles qui se trouvent dans les premiers centimètres de sable se portent pas très bien, hein, puisqu'elles sont prises et pompées en même temps que le sable. Et donc, en fait, c'est la capacité de recolonisation du benthos qui nous donne en fait la pression d'extraction. Donc, c'est très important pour nous de suivre le benthos. Et comme le benthos aussi alimente un certain nombre d'espèces halieutiques, le suivi de l'indicateur benthique donne vraiment l'idée de la pression exercée sur le milieu. Alors, ces suivis-là, ils sont harmonisés avec l'application de protocoles et de méthodologies qui sont conseillés par l'IFREMER, mais aussi par le CIEM, le Conseil international pour l'exploration de la mer. Le CIEM a un groupe spécifique qui s'appelle le groupe Extraction, WGEXT, qui fait un certain nombre de publications et qui fait aussi un certain nombre de recommandations. Voilà. Donc, si j'ai essayé d'être courte et rapide. Voilà, alors les pressions exercées sur le milieu hein, par l'activité d'extraction, c'est d'abord le prélèvement du sable et donc des espèces qui s'y trouvent. Donc on fait très attention d'éviter notamment les lieux de frayère de fond, puisque en fait toutes les espèces benthiques, enfin les espèces halieutiques aussi frayantes dans le fond pourraient être impactées. Donc une des premières séquences d'évitement, c'est éviter les frayères de fond. Éviter deuxièmement les nourriceries de fond aussi. Alors aujourd'hui, comme on exploite assez loin des côtes et à plus de 30 mètres de profondeur, on est beaucoup moins dans cette problématique nourricerie, mais nos anciens ont exploité quand même plus près des côtes et donc ça, il fallait qu'ils y fassent particulièrement attention. On essaye, la deuxième type de pression qu'on peut exercer sur le milieu, alors c'est pas trop notre cas dans l'estuaire de la Loire, mais quand on pompe des sables, même s'ils sont très propres, parce qu'on a besoin de sable propre pour faire du béton, on relargue quand même un certain nombre de fines dans le milieu, c'est ce qu'on appelle le panache turbide. Et si jamais ce panache turbide se redéposait sur des herbiers de zoostère ou je sais pas, sur des secteurs de conchiliculture, ça pourrait être problématique. Donc on va aussi
faire en sorte d'aller extraire des sables à des endroits qui ne posent pas trop de problèmes pour la turbidité, enfin, par rapport à cette pression de turbidité. Et ça aussi, on le contrôle, notamment avec les stations benthiques, parce que quand on fait des prélèvements benthiques, on analyse les sables dans lesquels sont les petites bestioles, et on voit ou pas si c'est la composition des sables s'affine, par exemple, auquel cas on peut penser que c'est le redépôt du panache turbide qui serait l'indicateur. Alors, dans l'estuaire de la Loire, on n'a pas trop cette problématique de panache turbide, parce que l'estuaire de la Loire est d'un milieu naturel extrêmement turbide de fait. Voilà, et que les tempêtes d'hiver brassent énormément. Donc, on est quand même sur des milieux qui sont extrêmement résilients à cette pression-là. Mais pour autant, si demain matin je devais déposer un dossier, je sais pas, du côté des Glénans, ce que je ferais sans doute pas, mais l'eau est très claire et on ferait vraiment très attention à ça parce que là, pour le coup, il pourrait y avoir un réel sujet. Donc, notre credo aujourd'hui, ça reste un bon dossier. C'est un dossier où on commence par bien étudier le milieu initial pour éviter que les pressions connues de l'extraction de granulats marins engendrent un impact. Voilà. Là, vous savez sans doute que on est très concentré avec la législation sur l'évitement, la réduction et la compensation, ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. En mer, la compensation, pour le moment, dans nos activités, c'est illusoire. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre tous les moyens pour avoir de l'évitement. Et un des moyens qu'on peut avoir, c'est notamment de lancer des programmes de recherche en collaboration, ce qu'on essaie de faire. Donc, nous, on est notamment partenaire de l'Université de Nantes pour un certain nombre de choses. Et puis, on essaye aussi sur la résilience des milieux, là, de lancer un programme avec l'IFREMER sur l'extraction du pilier que je vous ai montré tout à l'heure, qui est fermé et qui peut sans doute nous en apprendre beaucoup sur la capacité de résilience des milieux. Voilà. Merci Agnès. Donc, on a reçu une question. Avez-vous eu à demander des dérogations concernant les espèces protégées? Jamais. Alors, en fait, on extrait essentiellement donc des sables pour des sables grossiers, hein, moyens à grossiers, et dans nos études d'impact, pour le moment, on n'a pas eu ce sujet-là à traiter. Et en toute logique, si on est dans la séquence d'évitement, il faut qu'on essaye d'éviter les espèces protégées. Voilà. J'ai été toujours très heureuse de voir des solutions proposées par un certain nombre d'entreprises et que nous, quand on a adhéré à Respect Océan, ce qui nous a paru intéressant, c'est que nous, on est une activité assez ancienne, hein, et donc, évidemment, on n'a pas de solution pour faire que les océans se portent mieux, parce qu'à la limite, pour qu'ils se portent mieux, il faudrait carrément qu'on n'extrait pas, soyons clairs là-dessus. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'était dans une logique de réduction, de suivi, et l'apport de Respect Océan, d'essayer de réfléchir collectivement, en fait, à comment faire au mieux, pas tout bousiller. Donc, on est vraiment, nous, dans ce côté-là de Respect Océan. Et voilà pourquoi je sais que certains se posaient des questions en se disant le granulat marin, c'est quand même une activité qui exerce une grosse pression sur le milieu. En France, on est des petits joueurs, il faut être très clair. C'est pas la France qui pose problème de ce point de vue-là. Mais pour autant, il me paraissait intéressant d'être un peu responsable et puis de regarder ce qu'on pouvait faire pour diminuer et encadrer au mieux notre activité. Voilà. D'accord. Alors, on a reçu une question, Agnès. Donc, bonjour Madame Garçon, votre activité concerne l'extraction, mais aussi Oui. l'aval avec la commercialisation. Comment voyez-vous les questions liées aux alternatives au granulats marins en fonction des usages? Alors, ce qui est très clair, c'est que nous, on ne fabrique pas derrière de béton. Hein. Ma société, on est juste fournisseur de clients qui les font. Ce qui est certain, c'est que tout est bon à prendre. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
en matière de construction. C'est-à-dire que aujourd'hui, les granulats marins, ils sont réservés quand même à des usages assez spécifiques de béton haute performance. Si dans des bétons on a moins besoin de cette qualité, eh bien, il faut saisir l'opportunité de faire des bétons avec autre chose éventuellement, ou même de trouver d'autres alternatives au béton. Je crois que c'est vraiment une question de bilan global du matériel qu'il faut faire. Et ne pas oublier quand même que dans le bilan global, il y a le coût de transport qui pèse lourdement, et que l'avantage du granulat marin, c'est quand même encore du transport par bateau, ce qui est un petit peu plus écologique, entre guillemets, qu'un transport par camion. Hein, pour le même volume, pour le même transport, l'émission de CO2 à la tonne transportée est quand même plus faible pour le granulat marin. Après, le granulat, c'est vraiment un matériau de proximité, c'est-à-dire que c'est le bon matériau au bon endroit pour le bon usage. Son prix double tous les 50 km quand on est à terre. Et à partir d'un port de déchargement, c'est la même chose. Dès qu'on met le granulat sur un camion, c'est un pondéreux, donc le prix double tous les 50 km. Donc ça veut dire en fait qu'un bon maillage territorial permet aussi d'éviter pas mal de coûts induits au niveau environnemental. Maintenant, je pense qu'on peut trouver des solutions alternatives sur pas mal d'utilisations, mais il faut en faire le bilan à chaque fois. D'accord. Une autre question, Agnès. Est-ce qu'on pourrait imaginer une énergie vélique pour votre bateau? Alors, ça, c'est une question qu'on s'est posée pas mal. Notre souci aujourd'hui, c'est que on décharge par eau avec donc des espèces de pipes que vous voyez sur la dernière diapo là. Et donc, ça voudrait dire sans doute une énergie vélique avec des mâts pas fixes, quoi. Vous voyez, je ne sais pas si je suis bien claire, mais on a déjà des structures. Il faut que ça soit des structures qui soient rabattables, très clairement. Alors, nous, on utilise déjà pas mal les courants. Hein. Il faut savoir que comme on est dans l'estuaire de la Loire, on utilise le flot et le jusant déjà parce qu'on n'est pas philanthrope, ça économise de l'énergie, il faut le dire. Donc on utilise déjà énormément le flot et le jusant pour le bateau, et quand on cale bien nos rotations, c'est assez efficace. Après le Vélix, c'est ce problème-là de la structure qui serait au-dessus du bateau, quoi. C'est une activité aujourd'hui dite indispensable, sans mauvais jeu de mots, parce que la commande publique fait qu'on aménage, on construit, etc. Et que s'il faut faire bouger les lignes, il faut faire bouger les lignes vers les décideurs, ceux qui décident effectivement d'utiliser tel ou tel matériau. Voilà, c'est un peu mon message aujourd'hui. Merci à vous tous, au revoir.